Novembre 2002. En quelques mois, un virus inconnu surgit de Chine. Le SRAS contamine 9000 personnes et en tue près de 800. La peur s'empare des populations qui en appellent à la clémence divine. Le professeur Guan, spécialiste des grippes, est chargé du dossier SRAS. Il doit agir rapidement car de nombreux cas apparaissent chaque jour. Il semble que le virus soit hautement contagieux. La mission du professeur Guan, isoler le virus, trouver son origine et son mode de transmission. La Chine du Sud réunit toutes les conditions pour le développement de nouveaux virus. La concentration humaine est ici la plus importante au monde et la proximité entre les hommes et les animaux domestiques ou sauvages est maximale. Les civettes d'élevage clandestin sont suspectées d'être le réservoir naturel du SRAS. Elles porteraient le virus sans tomber malades. Ces rongeurs sauvages, véritables gourmandises des Chinois, se négocient à prix d'or. Sur les marchés au cœur des grandes villes, la promiscuité entre hommes et animaux est une véritable bombe à retardement pour la propagation de virus mutants comme le SRAS. Un virus est un mort-vivant à l'affût d'un hôte à squatter. Pour se reproduire, le virus doit pirater une cellule vivante. Son anatomie est des plus simples. Ses protéines de surface lui permettent d'entrer dans une cellule spécifique, un peu comme une clé s'adapte à une serrure. À l'intérieur se trouvent les ingrédients nécessaires à sa reproduction. Son matériel génétique, formé de brins d'ADN, est complété parfois par de l'ARN. Les virus à ARN sont plus dangereux car les évolutions sont plus fréquentes. Le SRAS fait partie de cette catégorie à haut risque. Le professeur Guan enquête incognito, ni véhicule officiel, ni blouse blanche pour ne pas effrayer les populations. Les élevages de volailles sont surveillés de près car ils sont un vecteur de transmission possible des virus à l'homme. Les alertes de grippe du poulet de 1991 et 1997 sont encore dans les mémoires des Chinois. Le SRAS fait partie de la famille des coronavirus, appelé ainsi du fait du halo en forme de couronne qui les entoure. Le SRAS se multiplie en 6 à 8 heures dans la cellule. Son génome est le plus grand des virus à ARN, ce qui lui donne un potentiel élevé de mutation. Jusqu'à la fin 2002, le SRAS fut entouré du plus grand secret. Face au risque de pandémie mondiale, un véritable arsenal de mesures fut déployé qui transforma le quotidien des Chinois. Si la plupart des Chinois restent cloîtrés chez eux, le professeur Guan multiplie ses passages aux frontières. Malgré son statut de chercheur prioritaire, il doit se soumettre à tous les contrôles en vigueur. Le port du masque devient obligatoire et les normes sanitaires draconiennes. La Chine fut presque mise en quarantaine. Dans les grands aéroports du pays, des capteurs thermiques scrutent les foules de voyageurs. Tout individu qui présente des symptômes de température au-dessus de la normale est immédiatement intercepté et soumis à un contrôle plus précis. Les cas suspects de fièvre sont répertoriés dans un registre tenu par les agents affectés à la surveillance sanitaire. Aux frontières, des fiches de renseignement de santé doivent être impérativement remplies par les voyageurs.
La propagation du virus a pu être enrayée, mais le professeur Guan et son équipe restent vigilants. Toutes les conditions sont réunies pour que le SRAS revienne. Les populations humaines et animales restent les mêmes. Leur proximité est toujours maximale, rien n'a changé. Donc le virus reviendra, c'est sûr, mais on ne sait pas quand. Généralement, quand un virus revient, il est alors plus sévère qu'initialement, car il veut survivre. Le SRAS a fait ressurgir les vieux démons de la grippe espagnole de 1918. Pour Jeffrey Taubenberger, il n'est plus question qu'une telle hécatombe se reproduise. Il s'est donné pour objectif de percer le secret de ce virus de grippe si meurtrier. Nous savons maintenant que le virus de la grippe espagnole a probablement été inhalé par quasiment toute personne vivante en 1918. Entre un tiers et la moitié sont tombés malades. Parmi les malades, un pourcentage très élevé est mort. L'épidémie a été plus meurtrière que la Grande Guerre, entre 50 et 100 millions de morts en moins d'1 an. Les victimes devenaient noirâtres et décédaient en quelques jours seulement, asphyxiées, les poumons noyés dans leur propre liquide. Près de 40% des soldats américains morts pendant la Première Guerre mondiale ont en fait été décimés par la grippe. On comprendra seulement 20 ans plus tard que le responsable était un virus. L'Institut de pathologie des forces armées américaines renferme des archives inattendues. Conservés dans des petits blocs de cire depuis 130 ans, des millions d'échantillons de tissus prélevés sur des victimes de maladies sont stockés ici. Une véritable mine d'or pour Jeffrey Taubenberger dans sa traque de la grippe espagnole. Il espère y retrouver la trace du virus mortel. Le responsable de la grippe espagnole est enfin démasqué. C'est un virus. Ces envahisseurs microscopiques s'introduisent dans la cellule, ils libèrent leur matériel génétique qui va se multiplier à l'intérieur de son noyau. La cellule devient une usine à fabriquer des virus qui vont à leur tour infecter d'autres cellules. Quelques fragments retrouvés dans la banque de tissus permettent au professeur Taubenberger d'entamer en 1995 le séquençage du génome du virus de la grippe espagnole. Mais c'est insuffisant pour tirer le portrait robot du tueur. C'est alors qu'entre en scène l'homme providentiel, le docteur Johan Hultin. Un jour, un collègue qui me rendait visite me dit « Ce serait intéressant d'aller explorer en Alaska pour retrouver dans le sol gelé des corps des victimes de la pandémie de 1918. » Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « C'est pour moi ». Pendant un demi-siècle, Johan a chassé sans relâche le virus dans le sol gelé d'Alaska. La victime numéro 11 fut une révélation. J'étais tellement heureux quand je l'ai découverte. J'étais certain d'y trouver du matériel génétique du virus de la grippe de 1918. C'est une photo d'une femme que j'ai retrouvée sous 2 mètres de sol gelé. Elle était morte de la grippe espagnole en novembre 1918 et son corps était remarquablement momifié. En fait, elle devait être obèse de son vivant et ses organes internes étaient très bien conservés. C'est pourquoi j'ai pu trouver de bons échantillons de tissu pulmonaire pour vous. Vous ne les reconnaissez certainement pas, mais ce sont les échantillons que vous nous avez envoyés et que nous avons conditionnés pour les étudier au microscope. Déterrer un tel virus présentait-il un danger? Il n'y a pas de risque à étudier le virus de la grippe de 1918 tel que nous le faisons. Nous travaillons sur des échantillons infimes de tissus de victimes qui sont mortes il y a plus de 80 ans. Il n'y a plus de virus vivant dans les tissus.
Jeffrey Taubenberger et Johan Oltin sont désormais entrés dans l'histoire de la virologie. Après 10 ans d'efforts, le génome complet du virus de la grippe espagnole est enfin séquencé. Ce travail colossal n'explique pas la virulence du virus, car son génome ne présente pas de mutation déterminante. La grippe de 1918 serait à l'origine un virus d'oiseau dont les protéines de surface auraient changé juste assez pour franchir la barrière de l'espèce et infecter l'homme. Nous pensons maintenant que le virus de 1918 a émergé d'un virus de grippe aviaire peu commun et qu'il s'est adapté à l'homme après une mutation de quelques années. Il nous est impossible de connaître l'origine géographique de cette mutation. Aujourd'hui, les risques d'une nouvelle épidémie de grippe aviaire meurtrière sont pris très au sérieux. Les oiseaux migrateurs, notamment les espèces aquatiques, figurent parmi les principaux suspects. On sait désormais qu'ils sont porteurs de 15 sous-types de virus de grippe. Pour étudier les virus abrités par les oiseaux, Philippe Sabatier et son équipe effectuent régulièrement des captures sur les côtes de la Camargue. Au petit matin, Philippe a rendez-vous avec les voyageurs venus d'Afrique. Les premiers arrivants ne sont pas ceux que Philippe attendait. Donc incroyable, il est un peu fatigué. C'est par la Camargue que 4 milliards d'oiseaux rentrent chaque saison sur le continent européen. C'est donc un lieu privilégié pour la surveillance des maladies transportées par les oiseaux. On pensait que les animaux avaient des virus particuliers, les hommes avaient leur propre virus et chaque espèce possédait des virus propres à l'espèce. On s'est rendu compte dans l'histoire récente de la virologie que certains virus pouvaient passer d'une espèce à l'autre indifféremment. Bien rouge. Les virus qui préoccupent Philippe sont ceux capables de passer des oiseaux à d'autres animaux ou à l'homme. La Camargue réunit toutes les conditions pour cela. Les chevaux et taureaux d'élevage fréquentent le même territoire que les oiseaux migrateurs. Philippe Sabatier a donc mis en place avec les éleveurs locaux un programme de surveillance permettant de signaler immédiatement la présence de virus d'origine aviaire chez des espèces intermédiaires comme les chevaux. Le but du travail qu'on fait, c'est de mieux comprendre les différents risques, de façon à ce que on puisse déclencher plus vite des réactions pour éviter que ça se propage. Heureusement, la barrière de l'espèce ne se franchit pas aussi facilement. Un virus est contagieux lorsque la température, l'acidité, l'environnement génétique et protéique lui sont favorables. Pour infecter un hôte différent, il doit s'adapter à un nouveau milieu et donc muter. La plus grande crainte des scientifiques est qu'un virus d'origine animale, comme la grippe aviaire, et qu'un virus d'origine humaine puisse contaminer le noyau d'une même cellule. Leur matériel génétique se combinerait pour donner naissance à des milliers de virus hybrides. Ces mutants, équipés d'un nouveau camouflage et de nouvelles armes, pourraient être de redoutables tueurs pour l'homme.